Dans un contexte d'individualisation des parcours, de sens de travail qui s'amenuise et de décrochage scolaire qui s'amplifie d'année en année, l'école des connaissances a progressivement ajouté des projets et des dispositifs dans son fonctionnement pour inciter les élèves à devenir acteurs de leur formation. La question: comment amener ces deux pédagogies complémentaires à cohabiter de manière équilibrée dans les emplois du temps? C'est sur Capsule Éducation. Pas d'indispensable aujourd'hui, mais des définitions et un brin de contexte, tout de même. Ce que l'on appelle la mode du projet n'est en fait qu'une mode ou une tendance depuis les 30 dernières années, mais elle existe depuis bien plus longtemps. La pédagogie de projet s'est développée dès le début du XXe siècle via les pédagogues états-uniens John Dewey et William Hurd Kilpatrick. La mode a traversé les océans pour arriver en France à partir des années 1960 ou 1970. Mais c'est à noter aussi qu'on en entend quand même plus parler chez nous depuis les années 2000 ou 2010. La pédagogie de projet, qu'est-ce que c'est? Son but est d'amener l'élève, ou l'apprenant si l'on est féru du langage ministériel, à s'impliquer dans des activités qui dépassent le seul cadre du cours disciplinaire ou du cours magistral, en mobilisant son implication et en le poussant à devenir acteur du contenu, de la formation, avec un travail à la fois individuel et collectif. Ah ah, une autre pédagogie pas forcément récente utilisait déjà des principes et des attentes similaires. La pédagogie Freinet, ça vous dit quelque chose? Enfin, Freinet ou Freinet, moi je dis Freinet. Aussi bien appelée technique Freinet ou Freinet, avec une façon de fonctionner qui se rapproche de la pédagogie de projet, qui s'en inspire même. En effet, on entendait déjà parler de projets de classe et d'expression libre des enfants ou élèves. Des temps de cours qui ne se basaient pas que sur la connaissance pure et magistrale. Ce qui compte dans ces deux pédagogies actives, c'est l'engagement volontaire de l'élève vis-à-vis d'une mission, d'un projet, et l'idée de l'apprentissage par la pratique en plus d'un apport théorique. On n'en a pas encore fini avec les définitions. Certains termes reviennent beaucoup plus qu'avant de la part de notre ministère. Apprenant, projet ou projet transversal, transdisciplinaire, parcours, innovation, dispositif, bienveillance, ah là là, compétences, des mots qui n'ont fait de mal à personne et qu'on utilise couramment nous-mêmes. Mais on peut quand même en déduire une ou deux lignes de conduite avec tout ça. L'élève au centre des apprentissages. C'est plutôt bon signe, hein. Mais pas des apprentissages juste basés sur la connaissance. Et ça, c'est moins bon signe. Ce qu'on en retient de la manière d'employer ces mots en particulier, c'est que la démarche actuelle consiste à faire de l'école un espace de projet avant un espace de connaissance, avec une petite, toute petite part de langage d'entreprise. Comment un projet se définit-il? Dictionnaire Larousse quand tu nous tiens! Voilà ce qu'on nous dit. 1. But que l'on se propose d'atteindre. 2. Idée de quelque chose à faire que l'on présente dans ses grandes lignes. 3. Première ébauche, première rédaction destinée à être étudiée et corrigée. Donc une idée ou un objectif que l'on développerait en passant par toutes les étapes nécessaires pour faire de cette idée abstraite un élément concret. Ça inclut des fonds financiers ou logistiques, du matériel en plus d'une réflexion précise. Quant au parcours, de quoi s'agit-il? 1. Itinéraire à suivre ou trajet suivi par quelqu'un, un véhicule, un animal. 2. Ensemble des étapes par lesquelles passe quelque chose. Et 3. Ensemble des étapes, des stades par lesquels passe quelqu'un, en particulier dans sa carrière. Quand on regarde les deux définitions globales de projet et de parcours, on garde l'idée d'un point à atteindre, d'une réflexion à entreprendre et d'étapes à passer pour arriver à l'objectif. En bref, on se parle d'une pédagogie active qui n'a pas le même modèle que l'enseignement magistral, puisque celui-ci consiste à apprendre par un apport significatif de connaissances et par une prise de notes conséquente. L'élève se concentre sur le cours magistral en adoptant une attitude passive. Dans le cas de la pédagogie de projet, l'élève se sert de ses apports disciplinaires et de ses atouts et compétences pour concevoir un projet et en assurer toutes les étapes, apprenant ainsi de manière informelle, en pratiquant activement. Est-ce que la tendance de projet s'arrête là? Non. Non. Pour exemple, projet éducatif, projet d'orientation, projet d'établissement, et tant d'autres combinaisons. Projet, innovation, pédagogie alternative, ce sont des expressions qui font grincer bien des dents. Et c'est le moment de se demander pourquoi la pédagogie de projet suscite-t-elle autant d'agacement. Ce n'est vraiment pas un mystère, de nombreux enseignants y sont fermement opposés, d'autres se lancent dans des projets le moins possible, et d'autres, au contraire, s'éclatent réellement avec leurs élèves sur ces temps non magistraux.
Commençons par le plus simple. Les heures de cours, gros morceau. La réforme de 2016 aura modifié les programmes de l'école élémentaire, rendant la tâche des professeurs des écoles plus difficile, dans la mesure où il y a 24 heures de cours hebdomadaires, mais des programmes surchargés d'un côté, et des temps consacrés au projet de l'autre. Ah, et des classes à plus de 30 élèves aussi, mais ça c'est dérisoire apparemment. Par exemple, les heures de français en école élémentaire ne sont plus suffisantes pour permettre à nos collègues d'installer toutes les bases et de s'assurer de la compréhension de tous les élèves, forcément, puisque le programme et le nombre d'élèves ne leur laissent pas le temps de le faire. Pareil pour les autres matières présentes au final. Les dernières réformes de 2016 pour le collège et 2018 pour le lycée poussent plus loin en diminuant les heures d'enseignement général pour les rebasculer sur des temps de classe en co-intervention ou d'autres enseignements, sans pour autant alléger les programmes scolaires. Le collège de 2016 crée les enseignements pratiques interdisciplinaires, les EPI donc. C'est à partir de la 5e, en plus de l'accompagnement personnalisé qui existait déjà avant. Le changement se situe dans les heures disciplinaires. Exemple, en 6e, les 25 heures disciplinaires plus 2 heures d'AP d'avant 2016 deviennent 23 heures disciplinaires plus 3 heures d'AP. En 5e, les 25h30 de disciplinaire avec 2 heures d'enseignement facultatif possible deviennent 22 heures disciplinaires avec 4 heures d'AP et de PI. En 4e et en 3e, les 28 heures disciplinaires et 3 heures facultatives d'enseignement se transforment en 22 heures et 4 heures d'AP ou de PI. La section SECPA n'est pas mieux lotie, avec une perte de 540 heures en tout sur les 3474 heures d'avant réforme. On y voit facilement toute la perte d'heures. Le lycée, c'est parti! Depuis la réforme 2018 et le temps de transition achevé en 2021, le lycée a vu son examen modifié, puisque le baccalauréat n'est plus un examen final, mais un examen avec 40% de notes continues et 60% d'épreuves terminales. En lycée général et technologique, les enseignements s'organisent maintenant sur le tronc commun. Les enseignements de spécialité et les enseignements optionnels viennent compléter. Ce qu'on va en retenir, c'est que des heures du tronc commun disparaissent pour les heures de spécialité, et qu'en plus de diminuer des heures pour faire le programme dans les temps, cela favorise aussi les tensions entre collègues d'une même matière, ou collègues de tout le lycée d'ailleurs, parce que les spécialités ne sont pas remplies. Évidemment, ce n'est qu'une toute petite partie du problème. Et hélas, c'est le lycée professionnel qui trinque le plus avec la dernière réforme. En y ajoutant les PFMP que sont les stages en entreprise, l'année se diminue déjà. Mais désormais, ce sont les co-interventions et le chef-d'œuvre qui suppriment des heures d'enseignement général. Toutes ces pertes d'heures ne vous diront peut-être pas grand-chose en termes de vision globale. Pourtant, qui dit perte d'heures dit programme difficile à boucler. Sans compter que si les heures diminuent, le programme lui reste bien dodu. C'est ainsi qu'en lycée pro, 265 heures sont consacrées à la paix sur les 3 années, plus 108 heures sur la première et la terminale qui sont consacrées au seul chef-d'œuvre, plus 128 heures de co-intervention sur 3 ans, des heures de français et enseignement professionnel d'un côté, et de mathématiques sciences et enseignement professionnel de l'autre côté. Pour les CAP, ce sont 165 heures réparties sur 2 ans. Pour quelle finalité? Je nous le demande. Mais que reste-t-il des enseignements généraux? En tout, une centaine d'heures annuelles en moins dans chaque matière générale, lettres-histoire ou mathématiques-sciences ou les langues vivantes. Et ces temps disparus ne sont même pas rebasculés sur les matières professionnelles, mais bien sur les co-interventions, les AP et temps d'orientation. Vers une pédagogie active ou vers une catastrophe? On peut au passage noter les 14 heures de MC en une seule année scolaire. Difficile avec un aussi petit chiffre de ne pas utiliser le mot minable. Pardon, je l'ai dit. Les horaires ne sont pas la seule source de colère des enseignants, loin de là. C'est que nos collègues assument déjà leurs propres heures de cours avec les diminutions et les programmes lourds à finir. Ça, en plus de tout le travail que les élèves ou même les parents ne voient pas forcément. Préparation de copies, corrections, réunions, bref, je ne vous refais pas l'épisode 8. Où trouverait-il le temps de mener à bien des projets, de réfléchir à des actions faisables? Parce qu'on se parle d'élèves acteurs de leur formation, mais ce sont les enseignants qui encadrent et qui prennent sur leurs heures de cours pour ces projets, justement. Modalité, conception, moyens nécessaires pour réaliser l'action, mais aussi le salaire ou la prime. Parce qu'assumer un projet en plus de ses heures de cours, ça nécessite de faire des heures supplémentaires à un moment donné. Dans ce cas, il faut une rémunération, n'est-ce pas? Ça existe notamment sur le terme d'IMP, pour indemnité mission particulière, accessible pour le premier degré et le second degré. Ouais, sauf qu'il faut les enveloppes pour bénéficier d'une IMP, et l'aval de la direction, de l'administration, du rectorat plus loin. En gros, pas sûr d'avoir une IMP malgré l'implication dans un ou des projets. Et travailler plus pour faire plaisir aux élèves, ce n'est pas assez.
Travailler plus pour enrichir la culture et les savoirs des élèves, c'est gratifiant, mais c'est toujours pas ça. La plupart des collègues ne reçoivent pas d'IMP ou d'autres reconnaissances financières pour leurs projets. Ça a donc de plus en plus lieu à une guerre, on peut appeler ça comme ça, une guerre assez virulente entre les enseignants qui refusent absolument tout projet, soit par manque de temps, soit par manque de moyens et donc de rémunération, soit même par rébellion envers la direction. Et ceux qui, au contraire, se laissent aller à faire des projets, à en proposer même, non seulement dans leur classe, mais aussi à l'échelle de l'établissement. Et dans cette guerre plutôt malvenue, il y a cette idée que les enseignants qui acceptent les projets et s'y impliquent le feraient pour toucher une IMP, pour se faire bien voir par la direction, et avoir des avantages forcément, pour des tas de raisons plus glorieuses. Parce qu'on a décidément du mal à admettre qu'un collègue puisse décider de donner de son temps, avec rémunération ou bénévolement d'ailleurs, juste parce qu'il a envie de monter des projets, de sortir de la classe et de voir ses élèves apprendre d'une autre façon, parce qu'il juge que cette fois, le cours en classe doit être approfondi par un petit complément, sous forme de sortie, de projet ou autre. Les enseignants qui refusent cette possibilité pensent que les collègues à projet trahissent la profession. Mais si on lit entre les lignes, c'est peut-être aussi une crainte ou une appréhension de voir les projets devenir obligatoires, et on peut comprendre pourquoi cette peur. Certains établissements fonctionnent bien sur l'obligation de projet, mais pas pour les bonnes raisons. D'autant qu'il y a toujours une crainte que les pédagogies alternatives ne bouffent le cœur même du métier, de la façon d'apprendre ou de transmettre les cours. Enseignants hésitants et méfiants, peut-être plus que récalcitrants, surtout quand il y a des pressions et un manque de reconnaissance derrière. D'autres éléments qui attirent l'agacement. Le besoin de passer par un projet pour donner à nos élèves un accès à la culture, alors qu'on pourrait juste prévoir des sorties pédagogiques sans y ajouter toute la paperasse qui va avec. Savoir si tel projet a bien sa place, parce que le but n'est pas de s'amuser purement, mais surtout d'apporter un bénéfice ou une plus-value à nos élèves. Quelque chose que le cours seul ne peut pas donner entièrement, donc il faut un complément. Ah, et oui, se faire sucrer une partie de ses cours, ou n'avoir qu'un tiers ou une moitié de sa classe, parce que l'autre est parti en sortie, participe à un projet ou à une conférence, et personne n'a daigné prévenir, à part les élèves eux-mêmes. C'est donc une belle occasion pour le rappeler. Non, les CPE et la vie scolaire ne sont pas tenus de prévenir toutes les équipes des sorties et des imprévus des autres collègues. Pour la bonne raison qu'ils ne sont pas forcément tenus au courant eux-mêmes. Ah, sacrée communication! En fait, ils le font déjà via le logiciel de suivi de scolarité, en indiquant les élèves ou les classes qui sont en sortie, ou autres. Mais ce n'est pas à eux de prévenir les collègues en face à face. En général, c'est plutôt l'équipe pédagogique d'une classe qui a la courtoisie de passer le mot, histoire de. Bon, c'est vrai aussi, c'est pas toujours indiqué sur le logiciel, même si l'info a été passée à la vie scolaire. La communication est l'une des bêtes noires de l'éducation nationale. Ah ça oui, il y a du progrès à faire là-dessus. Une pédagogie de projet, une mode de projet, mais aussi des intentions et des pressions dont on ne peut pas parler. Projet transdisciplinaire, co-intervention, cohésion, c'est une manière de privilégier le travail collectif plutôt que le travail individuel. Sauf que la transmission de connaissances dans un cours se fait rarement à plusieurs. Le schéma traditionnel reste celui de l'enseignant face à sa classe. Pour autant, est-ce que les enseignants travaillent seuls tout le temps? Pas du tout, ils font partie d'une équipe pédagogique, voire de plusieurs équipes, de plusieurs instances, travaillent ensemble par ces projets. Mais justement, ces fameux projets transversaux pourraient porter atteinte à la liberté pédagogique de chacun s'ils sont amenés à devenir obligatoires. C'est tout un programme à déterminer entre les enseignants, en suivant aussi les directives ministérielles rattachées à cette co-intervention. Et chacun n'a pas les mêmes attentes, les mêmes façons d'enseigner ou de concevoir ce temps, les mêmes références quand la matière est différente. Peut-on d'ailleurs dire que les projets sont déjà obligatoires? C'est un bien grand mot, on ne va pas se mentir, mais tout se joue sur les intentions. Des intentions louables ou au contraire franchement pas ragoûtantes. Développer les compétences dites psychosociales des élèves est une des nouvelles demandes du ministère, et c'est par le biais de classes projets que les consignes seront respectées, avec cette mode de développer les compétences. Bon, ça va, c'est pas méchant, c'est même plutôt bien quand l'équilibre cours et projet est maintenu. Mais se pose aussi, et surtout, la question de l'attractivité de l'établissement. Vous savez de quoi je parle. Pour faire simple, dans notre école actuelle où l'on ne sait plus parfois si c'est encore un service public ou si elle prend doucement le chemin d'une entreprise, rendre son établissement attractif apparaît comme de plus en plus nécessaire pour amener les élèves dans les classes. Spécialité de bac, enseignement optionnel rare et recherché, volontariat pour dynamiser la vie de l'établissement, tout ceci prend des airs de publicité pour tenter de faire face à la concurrence imposée par les dernières réformes.
Et dans toute cette recherche d'attractivité, les projets ont leur place, en particulier sur les sites des établissements et les portes ouvertes, qui sont d'ailleurs les deux vitrines principales pour donner envie de s'inscrire. Dans le public comme dans le privé, c'est désormais le même parcours. Plus de projets veut dire que plus d'élèves seront potentiellement intéressés à venir l'année prochaine. Certains établissements brillent donc par leur nombre impressionnant de projets, pour le coup sûrement obligatoire. Ah, mais attendez, une petite histoire d'échelon aussi? On me dit à l'oreille que certains chefs d'établissement se montrent particulièrement intéressés par les classes projets, non pas parce qu'elles offrent des opportunités aux élèves et aux enseignants, mais surtout parce que cette attractivité de l'établissement leur assurerait le regard de la hiérarchie. Comment ça? Obtenir une mutation attendue si l'on agite tous les drapeaux d'innovation pédagogique? Est-ce possible? Oui, je suis très médisante, mais impossible de le nier, certains chefs d'établissement insistent fortement auprès des enseignants pour développer toutes sortes de projets, pour adopter des pédagogies actives, parfois à coups de pression ou de chantage, et sans forcément y mettre une IMP dans le chaudron. Exemple de chantage. Faire comprendre aux enseignants que s'ils ne font pas de projet, les appréciations sur les évaluations ou les demandes d'évolution de carrière ne seront pas suivies. Et d'autres, au contraire, accueilleront ces projets avec plaisir, pas par envie d'obtenir des éloges, simplement parce qu'impulser une dynamique d'équipe fait partie de leur mission, via la proposition d'action, et parce qu'ils sont convaincus de la véracité de cette pédagogie sur les élèves. Parlons aussi coût réel et investissement demandé, parce que cet aspect-là est indispensable. Pour rappel, un projet est une idée que l'on va chercher à rendre concrète, ce qui implique des moyens logistiques et financiers. Initier un projet, c'est formidable, hein, ça fait travailler d'une autre façon, ça agrémente la connaissance des fameuses compétences. Mais on les trouve où les fonds nécessaires pour la sortie, pour le voyage, pour la création matérielle, les besoins? Tous les établissements n'ont évidemment pas la possibilité de répondre à toutes ces demandes. Alors les voyages et sorties scolaires se font rares, si ce n'est quasi inexistants, autant dans les établissements d'éducation prioritaire que dans les autres établissements. Ce qu'on observe alors, c'est qu'à l'échelle nationale, des établissements sont pleinement en capacité de créer des projets d'envergure, bénéficient même d'une couverture de communication intense. Et d'autres, dans le même temps, peinent simplement à rassembler des petits fonds pour un projet ou deux, une sortie, quelque chose qui devait avoir plus de panache et qui finalement devra se contenter du peu de budget disponible. C'est aussi là qu'on peut se dire que, sur ce point, l'enseignement privé sous contrat est avantagé, puisqu'il peut réunir des fonds via des subventions dans les tutelles et les fondations partenaires. Bon, ça dépend aussi des fonds disponibles, ne croyez pas que tous les établissements privés peuvent s'offrir ce luxe. Autre chose que l'on ne va pas négliger plus longtemps. Tout projet se doit d'avoir une portée pédagogique, notamment sur les sorties et voyages. Bah oui, c'est déjà suffisamment difficile de sortir un budget, alors il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Vous la sentez venir la paperasse là? Exactement, un travail de longue haleine qui consiste à remplir des dossiers de façon parfois abusive, à devoir expliquer en long, en large et en travers en quoi cette sortie culturelle est pédagogique, et pourquoi il faut un bus et pas y aller à pied. C'est aussi ça qui refrène les élans de plusieurs enseignants, lorsqu'ils comprennent que monter le projet et l'encadrer n'est qu'une partie de la tâche. Parce qu'avant tout ça, il faut déjà monter ce fichu dossier de 394 pages de long, et en plus, il ne sera peut-être même pas accepté. Alors oui, attractivité de l'établissement, opportunité, mais quelque chose qui nécessite aussi absolument budget et moyens, et paperasse indigeste comme on la déteste tendrement. Et sinon, quel est l'intérêt de ces classes ou établissements à projet? Je pourrais vous dire que c'est avant tout pour tenter au mieux d'atténuer toutes les inégalités qui touchent nos élèves, au moins sur le temps scolaire bien sûr. Mais honnêtement, je doute que ce soit la première raison invoquée par le ministère. Oui, pour vous, peut-être qu'aller au musée ou au théâtre manque d'intérêt, ou vous est facilement accessible. Mais pour certains de nos publics, quelles sont les chances pour qu'ils puissent y aller au moins une fois dans l'année? Partir en voyage dans un autre pays, ou juste une autre région de France? Leur donner l'opportunité de participer à des concours et à des événements via ces projets? Mais non, ce n'est sans doute pas la première raison, on ne va pas se mentir là-dessus. Ça ne plaira peut-être pas non plus, mais oui, le public change. L'élève actuel n'est pas le même que celui des années 1980, ou 2000, ou 2010. 2020? Non, peut-être pas, hein, quand même. Il a du mal avec le sens du travail scolaire, il a du mal à rester attentif en classe, par manque de motivation ou parce qu'il n'en a rien à faire d'être ici, ou autre. Il se montre moins coopératif dans les classes, demande davantage de stimulation pour retenir quelque chose et s'en resservir. La pédagogie de projet tente alors de le rattraper en multipliant les offres.
les offres entre guillemets bien sûr, et les élèves choisissent ce qu'ils veulent et ne veulent pas, zappent à leur guise et s'intéressent au programme divertissant. Pas le cours en lui-même, mais la pratique, l'amusant, d'où les pédagogies dites innovantes. Parce qu'elles suivent cette façon de zapper de nos élèves en s'adaptant à leurs demandes et pas nécessairement à leurs besoins. Ce qu'on constate en réalité avec cette pédagogie de projet confrontée aux connaissances, c'est que les élèves s'impliquent plus difficilement dans un cours qui demande leur attention et seulement leur attention, que dans un cours où ils doivent se mettre en action. On peut bien se ressortir l'exemple de l'épisode dernier, avec le faible pourcentage d'élèves qui se présentaient aux élections de délégués, délaissant l'implication dans la classe, alors que de l'autre côté, si on leur propose des initiatives en volontariat, ils se montrent plus intéressés. C'est exactement la même chose ici. Ce temps en moins de cours magistral devient un cours d'activité et d'engagement, ce qu'ils assimilent quelque part à du volontariat, à quelque chose dans lequel ils peuvent s'engager de plein gré, en y mettant donc leur touche personnelle, en se revendiquant un peu dans l'objectif à atteindre, quand le projet leur plaît, parce que oui, il est bien évident que tous les élèves ne seront pas motivés par un même projet. Une histoire de plus-value aussi. Qu'est-ce que cette pédagogie de projet apporte de plus aux élèves et aux enseignants que le simple cadre des connaissances? Qu'est-ce que cela apporte dans le développement, dans l'apprentissage? Comme on se le disait au début, les élèves se mettent en action et s'appliquent du début jusqu'à la fin de leur projet et développent leurs compétences et atouts par ce biais, contrairement aux cours magistraux où là, on ne leur demande qu'une chose, écouter. Bon, noter aussi. Et apprendre aussi. S'approprier aussi. Mais là, c'est autre chose. Que font les élèves dans ces temps de projet? Ils apprennent à faire ce que le monde professionnel fait. Problématiser, se documenter, s'organiser, réaliser, communiquer. Des étapes pour créer un projet, tout simplement. Et sans forcément le savoir, ils intègrent la méthodologie qu'on va leur demander dans le marché du travail. La plus-value que ça leur apporte, c'est ce travail collaboratif. C'est-à-dire pas juste un engagement ou un but personnel, mais aussi une réussite collective qui nécessite implication, communication et esprit de groupe. Ah ouais, j'ai pas vraiment eu l'impression que mes autres camarades en aient compris l'intérêt lors des nombreux et douloureux travaux de groupe imposés pendant ma scolarité. On s'en reparlera peut-être un autre jour. Il y a quand même aussi la prise de responsabilité, une certaine fierté lorsque l'élève comprend qu'on lui a laissé l'opportunité d'agir en professionnel. C'est-à-dire, pas juste en tant qu'élève, mais aussi en tant que personne en capacité de prendre en charge des responsabilités importantes. En gros, ne pas être infantilisé. On se parle idée à concrétisation. Alors que peut-on faire en complément du cours, en classe comme ailleurs que dans la classe? Outre les AP, EPI et différents parcours qu'on trouve ici et là, on peut aussi lancer des projets de club dans l'établissement, des web radios ou des podcasts, des journaux télévisés ou écrits. Pas le journal du lycée, j'entends, mais des journaux ou des articles dans le cadre d'un travail précis, en rapport avec le sujet du cours. Des courts-métrages, des constructions ou des débuts de conception visant à un intérêt général, un service accessible à tous, des voyages et des sorties uniques pour approfondir un cours ou une notion au mieux. Bref, une expérience qui reste, et surtout une plus-value sur long terme, que ça soit pas juste amusant, mais surtout pédagogique, et que ça reste vraiment. Le titre de l'épisode a l'air de confronter la pédagogie de projet à l'école des connaissances. Mais en fait, ce n'est pas une adversité qu'il faut chercher, c'est une complémentarité. Comment donc ramener cet équilibre fragile entre les cours et les projets? Les deux ont leur importance, même si vous pourriez m'opposer qu'au siècle dernier, tout se passait bien avec le seul cours magistral. Et on sait que non, tous les élèves n'étaient pas pour autant attentifs et impliqués dans leur scolarité. Remarquez, ce n'est certainement pas la pédagogie de projet qui va sauver les meubles. A-t-elle d'ailleurs des vertus plus mesurables que le cours magistral? Je ne pourrais même pas vous répondre avec certitude, mais aucune étude scientifique n'a prouvé les bienfaits véritables de cette pédagogie. Ce qu'on sait, c'est que le cours donne les bases de la connaissance et approfondit quand on a le temps, quand les questions des élèves permettent d'aller plus loin. Mais le cours ne donne que la théorie, et toutes les matières ne se prêtent pas à cette seule théorie. Certaines matières ont donc plus de possibilités pour ajouter un bonus, un complément aux connaissances théoriques. La question du temps qui embête aussi, oh là là. Le temps est une denrée précieuse, surtout quand les collègues ont un programme lourd à finir avant la fin de l'année s'ils veulent donner un maximum de chance à leurs élèves de s'approprier tout ça à temps pour les examens. On se dit alors que les cours d'éducation à telle ou telle chose, ces fameux cours qui prennent sur les heures disciplinaires, est-ce si nécessaire que ça? Le fait est que ces cours ne sont pas dénués de sens. Il s'agit principalement de prévention et de sensibilisation. Éducation au développement durable ou aux médias, c'est important. Éducation sexuelle aussi. Éducation, tout ce que vous voulez.
Mais ces heures sont-elles plus importantes que les heures disciplinaires, au point de les diminuer régulièrement? L'EMC, ce cours d'éducation morale et civique qui culmine à 30 minutes en lycée pro. Est-ce vraiment une priorité quand on sait très bien que les enseignants s'en servent pour poursuivre leurs cours de discipline pour boucler le programme à temps? Ne serait-ce pas plus pertinent de supprimer ces heures de MC pour les réinjecter ailleurs, dans des heures disciplinaires? Par ailleurs, je nous rappelle la présence du CDI et des professeurs documentalistes. Professeurs eux aussi puisqu'ils ont passé un concours, n'attendant que leurs collègues de discipline et les élèves pour accueillir des projets et des collaborations pour dynamiser tout ça. À ce titre, est-ce que l'EMC, les EPI ou les AP seraient plus utiles en étant transférés sur des heures au CDI, par exemple? Dans un cadre à définir, en sachant que les collègues prof-doc ne peuvent pas enchaîner cours sur cours toute la semaine. Une piste à creuser peut-être, et à définir clairement pour éviter tous les abus. Le but serait néanmoins de redonner des heures disciplinaires aux enseignants de discipline et de permettre au projet de cohabiter avec les profs doc et le CDI. Entendons-nous bien quand même, hein. Pas juste un projet pour un projet, mais aussi un projet associé à un contenu de cours, parce que les profs doc ne sont pas des animateurs, ce sont aussi des profs. Comment associer les projets avec les possibilités de cours données par les collègues? Autre piste qui ne m'a pas attendu pour se développer. Les ateliers du midi ou du soir pour nourrir l'esprit des élèves. Les clubs, toutes ces actions qu'on peut absolument définir comme des projets, qui engagent l'implication des élèves et développent leurs compétences. Tout ça sans découper les heures disciplinaires puisqu'ils ne sont pas sur des heures de cours. Avec un bémol quand même. Quand les élèves trouvent-ils des temps pour leur pause? Il est vrai que les horaires peuvent freiner la participation de certains. Et les encadrants, qui pour encadrer? Ah, les TPE, seul véritable projet dont je me souviens, principalement parce que je le trouvais inutile. Les autres, franchement, j'ai du mal à m'en rappeler. Il n'y avait pas cette plus-value sur long terme en fait. Par contre, j'ai commencé à me questionner sur la pédagogie de projet quand j'ai fait mon service civique dans un lycée professionnel. On me demandait par exemple de motiver les collègues à filer des heures pour une conférence, une rencontre, une sortie, des projets. C'est avec ça que je me suis aperçu progressivement que le rythme de projet et de conférences, surtout de conférences, devenait vite ingérable pour mes collègues enseignants, surtout ceux de matière générale, parce qu'on me demandait de ne solliciter qu'eux. Ils voyaient l'intérêt de ces moments, acceptaient volontiers d'y amener les élèves en début d'année, et dès janvier, c'était plus dur pour eux de dire oui. Ils me disaient qu'entre toutes les heures perdues avec les rencontres et tout le bazar, ils accumulaient du retard sur le programme. Et je nous rappelle qu'en lycée pro, il y a des stages pour les bacs pro et les CAP, donc moins d'heures qu'en lycée général. Il y avait de l'intérêt, évidemment. Tous les projets n'apportaient pas nécessairement de la plus-value aux élèves, sur du moyen ou long terme en tout cas, mais ils apportaient du dynamisme, des opportunités, de l'air frais aux élèves peu motivés à l'idée d'être en classe. Seulement, oui c'est vrai, on aurait pu se passer de la moitié de ces actions. Et c'est bien une 50aine d'heures que les profs de matière générale ont donné juste pour des interventions extérieures inscrites dans un dispositif particulier de projet. La pédagogie de projet est censée permettre aux élèves de s'impliquer de façon active, contrairement aux cours magistraux qui ne nécessitent qu'une posture passive. Mais en l'absence de données claires ou d'études complètes pour prouver les effets positifs de cette pédagogie, une question demeure, et une sacrée grosse question. La plus-value de cette pédagogie justifie-t-elle de sacrifier autant d'heures disciplinaires et de rigueur de travail au profit de projets et dispositifs sans résultat assuré? Allez, mercredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Sujet qui fâche en approche, attention! On va finir par s'en parler, enfin, les grèves et les mouvements de l'éducation nationale, et leur inefficacité régulière. Ah oui, sujet fâcheux, j'avais prévenu. Portez-vous bien et ne baissez pas les bras.